Ce fermier dépeçait des femmes dans l'un des hangars de sa ferme. Mais il y a un détail. Dans l'un de ces hangars, il organisait aussi d'énormes fêtes pour beaucoup de gens de la ville. Et pendant presque 20 ans, personne ne s'en est rendu compte ou n'a voulu s'en rendre compte. Faites attention aux détails de cette histoire. Une femme a fui en courant d'une caravane dans un élevage de porcs. Au petit matin, elle était couverte de sang. Elle avait des marques de couteau sur tout le corps, une menotte accrochée à un de ses poignets. Elle a couru jusqu'à une route et a été retrouvée sur l'asphalte par un couple qui passait là par hasard. Ce couple a appelé les urgences. Ses blessures étaient si graves, si profondes, que même son cœur s'est arrêté 2 fois en salle d'opération. Mais elle a survécu. Elle a tout raconté à la police. Exactement qui était cet homme, où il habitait. La police a arrêté le fermier. Il a été accusé de tentative de meurtre. Mais au bout de 10 mois, les accusations ont été retirées. Parce que cette femme qui s'est enfuie était toxicomane. Et selon l'évaluation du parquet, elle ne serait pas un témoin suffisamment fiable. Alors, l'homme est retourné à sa ferme. Et ce qu'il a fait dans les années suivantes, avant d'être finalement arrêté à nouveau, c'est la partie de cette histoire que personne n'oubliera jamais. Je suis Marcos Campos, bienvenue à tous dans ce remake de l'affaire Robert Pickton. J'ai déjà raconté cette histoire ici, si vous me suivez depuis la première année de la chaîne. Mais maintenant, avec de nouveaux détails qui ont été rendus publics par la suite, j'ai voulu faire cette nouvelle version, beaucoup plus approfondie, pour que nous puissions connaître l'affaire en détail. C'est l'un des cas de tueurs en série les plus insolites au monde. Le contexte et l'environnement suffiraient déjà à faire le scénario d'un film d'horreur, non? L'éleveur de porcs, qui a tué des dizaines de femmes, s'est débarrassé des corps d'une manière totalement surréaliste et perturbante. Et il est resté impuni pendant près de 2 décennies, tandis que la direction de la police détournait le regard. Si vous aimez les histoires vraies et approfondies, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, il y a plusieurs épisodes comme celui-ci ici. Si vous le pouvez, devenez membre, cela m'aide énormément dans la production, d'accord? Les données étant posées, passons aux faits. Pour comprendre plus en profondeur l'affaire de Robert Pickton, il faut d'abord comprendre le lieu. Et ce lieu, ce n'est pas sa ferme, d'accord? C'est le quartier d'où venaient les victimes de la ferme. Au centre de Vancouver, au Canada, il existe une région appelée Downtown Eastside. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les gars, Vancouver est une ville très belle, moderne, riche, entourée de montagnes. Vous voyez ces décors d'Hollywood? Eh bien c'est ça. Mais au cœur de cette ville, il y a un quartier qui semble appartenir à une autre ville. Il y a environ 10 pâtés de maisons, plus ou moins, où se concentre tout ce que le reste de la ville fait semblant de ne pas voir, tu vois. Dépendance à la drogue, pauvreté extrême, des gens qui vivent dans la rue, des refuges surpeuplés. Et là, il y a déjà un détail qui va beaucoup compter quand l'histoire va commencer à se dérouler, d'accord? Cette contextualisation du quartier est essentielle pour l'affaire, en raison de sa connotation historique et sociale. Une grande partie des femmes qui vivaient là, dans ce quartier, étaient d'origine autochtone, issues de familles détruites par des décennies de politique du gouvernement canadien, là-bas, qui enlevaient de force, par exemple, les enfants autochtones de leur foyer. Pour créer là-bas toute une génération sans réseau de soutien, sans famille pour demander des comptes, quand ces personnes disparaissaient, tu vois? Quand la police est entrée dans cette histoire, avec tout ce contexte, les maillons de cette chaîne ont vraiment commencé à peser, d'accord? Dans ce quartier, de nombreuses femmes travaillaient dans la rue, certaines pour survivre, d'autres à cause d'une addiction. Vous voyez ce que je veux dire. Prostitution, travailleuse du sexe, elle restait là dans une zone spécifique du quartier appelée Low Track, quelques rues seulement où tout le monde savait qu'on pouvait trouver de la compagnie contre de l'argent, tu vois. Donc c'était l'endroit où les femmes les plus vulnérables de la ville se retrouvaient, et évidemment, elles étaient exposées pendant les nuits froides. Enfin, sans présence policière, sans beaucoup de monde pour pouvoir les protéger de quoi que ce soit qui pouvait arriver. Bien sûr, cela implique aussi le risque d'assumer cette responsabilité. Mais bon, on parle d'une ville, n'est-ce pas, où il y avait une certaine structure. Et donc, à partir de la fin des années 70, ces femmes ont commencé à disparaître. Au début, c'était une ici, une autre là. L'une ne revenait plus à l'abri, une autre ne se montrait plus à l'endroit où elle avait l'habitude de rester. Elle n'appelait plus sa sœur, par exemple. Comme ces femmes étaient sans domicile, sans papier, souvent sans famille, il était difficile d'aller au commissariat et d'exiger une enquête. Ces disparitions-là ne donnaient rien. La police de Vancouver notait le nom sur une liste, si tant est qu'elle le faisait, et la vie continuait. L'explication était toujours la même. Elle a dû partir, elle a dû déménager, ou alors elle est morte, soudainement, d'une overdose dans une ruelle.
Et c'était ça, le refrain de ce qui se passait. Sauf qu'elle n'était pas partie, n'est-ce pas? Et encore moins morte dans une ruelle quelconque. Les gars, cette contextualisation est importante pour cette affaire, d'accord? Comme vous allez le remarquer, parce que disons que ça a aidé dans le mode opératoire de tout ce qui va se dérouler dans la vie de ce tueur en série. Comme on l'a déjà vu dans d'autres affaires de tueurs en série, n'est-ce pas? Ce manque de considération dans l'enquête, parce qu'il s'agit de personnes, n'est-ce pas, que l'on considère comme des gens que personne ne va chercher, et le tueur en série le sait aussi, cela crée alors l'environnement parfait pour l'action du prédateur. La ferme, à environ 27 km plus ou moins du centre de Vancouver, dans une région appelée Port Coquitlam, il y avait une ferme de porcs, un élevage de porcs. Ce n'était pas une belle ferme, d'accord? De celle qu'on voit sur les cartes postales, loin de là, malgré l'endroit où elle se trouvait. C'était un grand terrain, assez sale, avec des flaques de boue à certains endroits, de grands hangars en métal, tous rouillés, des clôtures de travers, tu vois, des centaines de cochons. Et au milieu de la propriété, il y avait une caravane, vieille aussi, où vivaient deux frères, Robert et David Picton. Les deux avaient hérité de cette ferme-là quand leurs parents sont morts. Ça s'est passé à la fin des années 70. Sa mère, d'après ce qu'on dit, était une femme très dure qui privilégiait l'élevage des cochons de la famille, avant tout. Parfois même au-dessus de ses propres enfants, n'est-ce pas? Robert et David allaient à l'école en vêtements sales, sentant le fumier. Les camarades se moquaient d'eux, les appelant les petits cochons qui puent. Robert restait silencieux et semblait étrange pour certains. Le genre de personne que les voisins ont ensuite décrit comme un gars sympathique, mais un peu étrange d'une certaine manière. Et ils n'arrivaient pas à expliquer pourquoi exactement, tu vois, ce sentiment d'étrangeté. Avec le temps, la ville s'est développée autour de cette ferme et les frères ont vendu quelques parcelles de leur immense terrain à des promoteurs immobiliers. Ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Et avec l'argent de la vente de ces terres, au lieu de moderniser la ferme, ils ont fait autre chose. Ils ont transformé l'ancien abattoir de la propriété en salle de fête, et cette salle de fête, ils l'ont appelée le Pig Palace. Le Pig Palace est devenu l'un des endroits les plus populaires de la région. Les frères ont enregistré à cet endroit une organisation à but non lucratif. Probablement pour contourner une question bureaucratique, peut-être l'impôt sur le revenu. Je ne sais pas exactement. Ils prétendaient organiser des événements pour des causes sociales. Mais en réalité, c'était de grandes fêtes avec environ 2000 personnes présentes. Des politiciens, des hommes d'affaires, des membres des Hells Angels, qui étaient là-bas un gang de motards très important, assez populaire et tout ça. Et dans ces fêtes, il n'y avait rien de social, non. Même pour les gens qui étaient là, tu vois, drogue, alcool. Beaucoup de femmes, y compris celles amenées du Downtown East Side par Robert Picton lui-même. Il allait personnellement dans le quartier. Il offrait de l'argent, de la drogue, et beaucoup d'entre elles, qui étaient dépendantes, tu vois, finissaient par aller à la ferme. Et là, il y a un détail qui reliait la ferme au Downtown East Side. C'est l'un des principaux maillons de cette chaîne, qui n'a peut-être pas été examiné de plus près, tu vois. Du moins à l'époque, Picton fréquentait déjà ce quartier-là régulièrement. Et la raison était très simple, voire banale. Il y avait là-bas une usine de traitement des déchets animaux. L'usine s'appelait West Coast Reduction. Elle se trouvait sur le littoral de Vancouver, et il n'y avait pas que Picton qui y allait. Beaucoup d'éleveurs de la région y allaient. Ils y déposaient des os, des viscères, des restes d'animaux abattus pour qu'ils soient éliminés là-bas. Picton faisait partie de ces fermiers, de ces clients de cette usine. Donc il y allait assez régulièrement. Il apportait les restes de porc qui n'étaient pas bons pour la vente à la ferme, n'est-ce pas? Et des ouvriers de cet endroit ont ensuite témoigné au procès. Ils voyaient Picton arriver là avec d'énormes barils empilés dans sa camionnette. Et il déversait tout ça dans les fosses industrielles de cette usine-là. À main nue, tu sais, sans aucune protection. D'ailleurs, là-bas, il était connu comme l'homme au cochon. Et ce que personne ne réalisait à l'époque, c'est que cette usine se trouvait près du Lautrec. C'est-à-dire, moi, comme on dit ici, ce n'était pas un détour. C'était sur le chemin du gars, tu vois. Alors Picton y allait pour faire ce qu'il avait à faire, jeter les animaux. Il passait par le Downtown East Side, à cet endroit-là pour parler avec les femmes du quartier, et en emmener quelques-unes à la ferme, des années plus tard d'ailleurs, cette routine de voyage. Allait montrer à quel point cette coïncidence, entre guillemets, était bien plus sinistre qu'elle n'en avait l'air. La survivante. Tu te souviens de la femme dont j'ai parlé au début quand j'ai dit « Faites attention aux détails de cette histoire ». La femme déboussolée a couru, trouvé un couple qui a appelé les secours. Elle était très blessée. Cette femme, c'est Wendy Lynn Stetter. Et elle fuyait évidemment la ferme. Elle s'échappait de la ferme de Robert Picton.
Je n'ai pas encore raconté ce qui a suivi, d'accord? Picton s'est aussi retrouvé à l'hôpital cette même nuit, parce que cette femme avait réussi à le blesser pendant une bagarre qu'ils ont eue. Certaines sources disent qu'ils ont même été soignés dans le même service des urgences. Mais d'autres, cependant, disent que Picton a été emmené ailleurs. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que l'équipe médicale a trouvé dans sa poche la clé qui ouvrait, devinez quoi, la menotte qui était au bras de cette femme. La police a donc été appelée tout de suite et Picton a été arrêté ce jour-là. Il a été accusé de tentative de meurtre, mais il a été libéré sous caution pour environ 2000 $ canadiens. Voici deux maillons porcins de cette chaîne criminelle, n'est-ce pas? Excusez le jeu de mots. Lorsque le parquet a retiré les accusations, 10 mois plus tard, ils ont dit que Wendy était une consommatrice de drogue, qu'elle avait manqué à de nombreuses réunions qui devaient avoir lieu avec les procureurs du dossier. Et personne n'a pris la peine d'enquêter en profondeur, par exemple, sur les vêtements et les bottes, des objets personnels qui avaient été saisis sur Picton cette nuit-là. Une partie de ces preuves a été analysée à l'époque, mais des éléments importants n'ont pas été exploités comme ils auraient dû l'être pour relier l'affaire de Wendy à d'autres femmes qui disparaissaient déjà à cette époque. Tout est resté là, entreposé dans un dépôt de preuves. C'est resté là. Plus de 7 ans sans que personne n'ouvre cette boîte du dossier de Wendy. Les gars ont simplement regardé et ont dit « Droguer sûrement une travailleuse du sexe. Elle ne doit pas dire des choses cohérentes. Oh, Picton, mais non, c'est notre ami fermier. Libérez l'homme. 10 mois déjà ici, tu vois ?» C'est absurde, et c'est resté ainsi. Et quand ils ont finalement ouvert cette maison, cette boîte d'objets attestée, c'était déjà en 2004, 2 ans après que Picton ait été de nouveau arrêté, ils ont trouvé l'ADN de femmes disparues sur ces objets. Et selon le témoignage lors de l'enquête publique de 2012, l'ADN de 3 femmes a été identifié là-bas. Celui de Jacqueline Murdoch, qui se trouvait là dans l'emballage préservatif. Il y avait aussi celui d'Andrea Bosch, Borhaven, qui se trouvait sur des bottes, et aussi celui de Cara Ellis qu'ils ont trouvé sur une veste. Certaines sources, je dois vous le dire, les gars, n'ont enregistré que 2 confirmations, d'accord? Mais le témoignage le plus détaillé fait référence à ces 3 femmes. Ce qui pèse là-dedans, c'est ceci. Au moins une de ces femmes, Cara Ellis, avait déjà disparu quand Wendy a été poignardée en mars 97. En d'autres termes, si la police avait testé ces preuves à l'époque, au lieu de les ranger, elle aurait peut-être pu relier Picton aux disparitions plus tôt, vous voyez? Et là, c'est une partie vraiment lourde, parce que 5 des 6 femmes pour lesquelles Picton serait condamné des années plus tard ont disparu justement après que les accusations contre lui aient été abandonnées, dans cette affaire de Wendy. Mais au total, n'est-ce pas, teaser? 19 femmes liées à la ferme ont disparu entre janvier 98 et son arrestation en février 2002. Ce qui m'a frappé ici, c'est que les gars jugent à la crédibilité de la victime au lieu de faire leur travail. On dirait qu'ils lui ont presque permis de tuer comme « nettoie pour nous, Picton ». C'est chaud, hein? Les voix ignorées. Eh bien, pendant que Picton restait libre, tranquille et détendu, des gens ont essayé d'alerter la police. Pas qu'une seule fois, plusieurs fois. En juillet 98. Pour vous donner une idée, un homme appelé Bill Riscox, qui travaillait là dans l'une des entreprises des frères Picton, et il allait chaque semaine à cette ferme pour récupérer, pour recevoir son paiement, pour le travail qu'il faisait. Il a appelé une ligne de signalement qui avait été mise en place par un ami d'une autre femme disparue. Ce Riscox avait là une amie proche de Robert, qui était allée plusieurs fois dans sa caravane. Et elle lui a raconté ce qu'elle y avait vu. Il y avait des sacs, des documents, des vêtements féminins éparpillés dans la caravane. Des choses qui clairement n'appartenaient pas à Robert Picton. Alors ce Riscox a transmis cette information à la ligne de signalement. Et il a ajouté que la ferme était un endroit étrange. Il y avait même un énorme sanglier d'environ 270 kilos selon les informations, qui servait de chien de garde et attaquait toute personne qui entrait là, tu vois. Quelqu'un qui ne s'y attendait pas, comme ça. Et que les femmes qui allaient là-bas, parfois, n'étaient plus jamais revues. La police a même noté cette information. Plus ou moins, à la même époque, un policier canadien nommé Kim Rossman, le gars qui a même inventé la méthodologie du profilage géographique. Aujourd'hui, c'est utilisé partout dans le monde. Pour traquer les criminels, il a analysé les schémas de localisation et conclu, après avoir croisé des données, qu'un tueur en série opérait dans la région de Vancouver et qu'il chassait délibérément des femmes qui seraient invisibles pour le système. Rossman a présenté son analyse à la direction de la police en septembre 1998 avec le groupe de travail qui était sur le point de lancer une alerte publique à ce sujet. La direction a tout simplement rejeté. Elle a dit que les conclusions étaient imprécises, incendiaires et a démantelé le groupe de travail.
Rosman a fini par quitter le département après ce conflit, et des années plus tard, il a poursuivi la police de Vancouver pour licenciement abusif. Mais il a perdu. Mais le procès a révélé au tribunal le dysfonctionnement du département. C'est étrange, non? Et il y avait encore plus, tu sais. Une organisation autochtone a remis à la police une liste contenant les noms de dizaines de femmes disparues de Downtown Eastside en faisant pression pour une enquête conjointe. En 1998, un policier nommé David Dixon, un vétéran de la patrouille qui connaissait bien Danto Eastside, travaillait dans le quartier depuis 1981. Il a commencé à s'opposer à ses supérieurs, exigeant une enquête sérieuse sur ces disparitions. Mais il n'a obtenu des ressources officielles pour l'affaire qu'en 1999, et avec l'ouverture de l'enquête, Pickton a même été placé sous surveillance, mais d'une manière si sporadique et mal coordonnée que cela frôle l'incroyable. La police a mis en place une surveillance à sa ferme qui n'a duré que 30 jours et s'est arrêtée dès qu'ils se sont rendus compte que Pickton avait été averti d'une manière ou d'une autre de ce qui se passait là-bas. Il y a eu un agent de la police monté, le sergent Mike Connor, qui est devenu tellement obsédé par l'affaire qu'il a commencé à surveiller la ferme tout seul de sa propre initiative. Cela tard dans la nuit, plus de 30 fois sans jamais réussir à obtenir le flagrant délit dont il avait besoin pour justifier le mandat. Mais alors, si quelqu'un l'a prévenu, il n'allait jamais prendre quelqu'un en flagrant délit, n'est-ce pas? Quelle est la sensation que vous ressentez en ce moment? Dites-moi. Est-ce qu'il y avait quelqu'un là-bas, complice avec Robert Pickton? Comment le gars était-il au courant de tout ça? On se dit, bon, il a peut-être vu quelque chose, non? Un fermier, il reste attentif et tout, non? Mais je ne sais pas, ça donne une sensation un peu étrange. Bref, en août 1999, des agents ont fini par suivre Robert Pickton jusqu'à l'usine de transformation, là où il jetait les restes. Ils l'ont vu décharger les fûts de son pick-up, mais ne sont pas sortis de la voiture pour vérifier leur contenu. 2 jours plus tôt, l'informateur avait dit à la police que c'était exactement comme ça que Robert Pickton se débarrassait des corps ou de morceaux de corps. 3 ans et demi avant l'arrestation de Robert Pickton, l'alerte de Rosmo, ce policier-là, a été mise de côté par la direction de la police. Et pendant cet intervalle, des dizaines de femmes ont encore disparu. Plus de 70 femmes avaient disparu de ce quartier en 2 décennies. Et la police continuait à traiter chaque disparition comme un cas isolé. Ce n'est pas possible. Soit c'est beaucoup de bêtises et de naïveté, soit ils sont de mèche avec le gars. Ce n'est pas possible, mec. C'est surréaliste, ça. Bizarre. La porte qui a tout déclenché. Au début février 2002, la police est enfin entrée dans la ferme de Pickton. Mais ce n'était pas à cause des femmes disparues, d'accord? C'était à cause d'armes illégales. Un mandat de perquisition pour possession illégale d'armes à feu. Rien à voir avec un homicide. Quand les policiers sont entrés dans la caravane de Pickton, ils ont tout fouillé. Ils ont trouvé quelque chose qui n'était pas mentionné dans le mandat. Des effets personnels de femmes figurant sur la liste des disparus. On en avait déjà parlé, non? Des cartes d'identité, des vêtements, des objets personnels. Et parmi eux, un inhalateur pour l'asthme au nom de Serena Abotswe, l'une des femmes disparues. Ce médicament a été prescrit environ 2 semaines avant la dernière fois qu'elle a été vue. Et c'est à ce moment-là que le mandat pour les armes est devenu autre chose. Les policiers ont demandé un 2e mandat, cette fois lié à l'enquête sur les disparitions. Et quand ils ont commencé à creuser sur la propriété, les choses ont complètement changé d'ampleur, d'accord? Finalement, ils ont trouvé des ossements humains mélangés à des os de porc. Des cochons, des dents, des morceaux de crâne éparpillés au milieu de tas de restes d'animaux. Dans certains hangars, des seaux contenaient des crânes humains coupés en 2, avec des mains et des pieds fourrés à l'intérieur. Sur une étagère de la buanderie de la caravane, il y avait une arme, un revolver de calibre 22 avec un objet sexuel fixé au bout que Pickton a plus tard affirmé utiliser comme silencieux improvisé. Et partout sur la propriété, il y avait des vêtements tachés de sang enterrés dans le sol. Les fouilles ont duré près de 2 ans. Elles ont coûté plus de 70 millions de dollars canadiens. La police a amené 2 tapis roulants industriels de 15 mètres. Vous savez, ceux qu'on utilise dans les mines pour pouvoir tamiser des tonnes de terre sur place. Plus de 100 experts médico-légaux ont travaillé sur place. Ils ont recueilli environ 200 000 échantillons d'ADN et saisi plus de 600 000 éléments de preuve. Et le problème auquel ils ont été confrontés était inédit pour une enquête criminelle au Canada. Les cochons de Pickton avaient contribué à détruire les preuves. Les cochons mangent n'importe quoi, y compris de la chair humaine et de petits os. Une grande partie des corps n'existait donc tout simplement plus. Même ainsi, les experts ont réussi à trouver des restes ou de l'ADN de 33 femmes sur cette propriété. Et puis une information est arrivée qui a fait passer l'affaire des pages de faits divers aux gros titres internationaux.
Les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique ont déclaré publiquement qu'il n'était pas possible d'exclure la possibilité que de la chair humaine ait été broyée et mélangée à la viande de porc produite à la ferme. Le responsable de la santé de la province, Perry Kendall, a expliqué que la viande n'avait jamais été vendue dans le commerce, mais qu'elle avait probablement été distribuée à environ 40 amis et voisins de Picton. Lors de barbecue, en cadeau peut-être, les autorités ont lancé une alerte à toute personne qui aurait encore chez elle de la viande provenant de cette ferme. Mec, regarde ça. Il est possible que de la viande, comme je viens de vous le raconter, ait été servie lors des fêtes du Pig Palace. Bien que officiellement, les autorités sanitaires n'aient confirmé que la distribution à ces environ 40 personnes d'accord, amis et voisins. Lorsque finalement ces mandats ont été émis, Picton a été arrêté, il a été emmené dans une cellule et l'enquête a progressé. Et c'est là que la police montée canadienne, l'équivalent de la police fédérale, les gars, a fait quelque chose qui a changé l'affaire, d'accord? Ils ont mis un agent infiltré dans la cellule de Picton en se faisant passer pour un détenu. Pendant des heures, ils ont discuté et noué une amitié. Et Picton, pensant qu'il parlait simplement à un autre détenu, a commencé à tout raconter. En mangeant un bol de chili, il a dit qu'il avait tué 49 femmes. Il a dit en riant qu'il aurait voulu atteindre 50, ou le grand 5-0 comme il l'a dit, mais il a été négligent à la fin. Et une caméra cachée dans la cellule a tout enregistré. Picton mâchant, riant et comptant les morts comme s'il comptait des points dans un jeu. Lors de l'interrogatoire officiel, qui a duré 11 heures, Picton a changé d'attitude plusieurs fois. Au début, il a tout nié. Peu à peu, il a admis qu'il pouvait trouver 2, peut-être 3 corps sur la propriété. Et il a lâché une phrase que les enquêteurs ont notée, d'accord? Il a dit que la police n'avait pas réussi à l'attraper plus tôt parce qu'elle n'était tout simplement pas assez compétente. Il a un peu jeté à la figure l'évidence de ce gâchis, non? Parce que, c'est fou, à un certain moment, l'un des sergents pendant l'interrogatoire lui a dit ceci. « Tu es plus célèbre que le pape. Plus célèbre que la princesse Diana. C'est en première page de chaque journal du pays. » Et Picton s'est enthousiasmé. Après tout, les gars, c'est un peu ça que ces tueurs en série veulent quand ils sont attrapés, non? La célébrité. Et que la prolongation du plaisir qu'il a ressenti en tuant, maintenant, c'est de reconnaître qu'il a tué tout le monde, n'est-ce pas? Il était là, comme un enfant à qui on annonçait qu'il avait eu la meilleure note de la classe. Lynn Ellenson, témoin ayant vécu à la ferme, a plus tard raconté à la police avoir vu Picton, des années plus tôt, écorcher le corps d'une femme suspendue à un crochet à viande dans l'abattoir. Ellenson a admis qu'elle n'en avait pas parlé auparavant parce qu'elle avait peur de mourir elle aussi. Mais elle a aussi admis qu'elle avait fait chanter Picton avec cette information plus d'une fois. Et une connaissance de Picton, Andrew Bellwood, a raconté à la police une scène encore plus étrange et troublante. Il a dit que Picton, un soir, lui a montré comment il commettait ses crimes. Il a alors sorti une paire de menottes et un fil dessous le matelas et a commencé à montrer. Il menottait les femmes par derrière pendant l'acte sexuel, les étranglait avec le fil, les emmenait à l'abattoir pour les saigner et les éventrer. Ce qu'il pouvait, il le donnait à manger aux cochons. Ce qui restait était mis dans des seaux avec les entrailles de cochons directement à l'usine de transformation, avec les restes des animaux. Tu te souviens que j'ai parlé d'une voiture de police arrêtée pour l'observer à l'usine? Les gars ne sont pas allés voir ça là-bas. Tu te rappelles? Il y avait aussi des restes humains là-bas. Picton a tout raconté à cet ami-là, avec un tel naturel qu'il a dit que c'était comme s'ils étaient en train d'expliquer une recette. Et lors des fouilles à la ferme, les experts médico-légaux ont également récupéré des fragments d'os humains d'un broyeur de bois trouvé sur la propriété. C'est tellement absurde, les gars, que ça pourrait être le scénario d'un massacre à la tronçonneuse, mais dans ce cas, ce serait le massacre de l'homme au cochon, non? C'est tellement inhumain, tellement lourd et grotesque, on dirait le scénario d'un film d'horreur gore où tu te dis « ce n'est pas possible que ça arrive dans la vraie vie ». Ça arrive, c'est même pire. Le procès. Le procès de cet homme a commencé en janvier 2007 et il a duré presque 1 an. Pour simplifier, le parquet a décidé de ne juger que 6 des 26 meurtres. Il s'agissait de Serena Abostwe, Mona Wilson, Andrea Joyce Berry, Brenda Ann Wolfe, Georgina Fête-Pépin et Marnie Frey. La défense a tenté de faire valoir que Picton n'avait pas agi seul et que d'autres personnes avaient accès à la ferme et auraient pu commettre les crimes. Lors de l'interrogatoire enregistré, Picton avait suggéré ne pas être le seul impliqué. L'accusation a répondu avec les preuves trouvées à la ferme.
l'ADN des victimes dans la caravane de Picton, les effets personnels cachés là parmi ses affaires, l'aveu enregistré adressé à l'agent infiltré. En décembre 2007, Robert Picton a été condamné pour 6 meurtres au second degré. Au Canada, la différence entre premier et second degré est la préméditation. Le jury a estimé qu'il y avait suffisamment de preuves pour condamner pour meurtre, mais pas pour prouver que chaque crime avait été planifié à l'avance. La peine a été la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans, soit la peine maximale prévue par la loi canadienne pour un meurtre au second degré. En 2010, le parquet a officiellement retiré les 20 autres accusations restantes. L'argument était d'ordre pratique. Picton purgeant déjà la peine maximale, d'autres condamnations n'auraient rien changé. Vous vous rendez compte? Ils disent n'importe quoi. Et les autres victimes? Elles n'ont même pas besoin d'un nom, de rien du tout. C'est comme la confirmation de ce que j'ai dit au début, que parce qu'il s'agissait de travailleuses du sexe, de personnes d'origine autochtone et pauvres, etc. Tant pis, pas besoin de justice pour elles. Le gars a déjà été condamné pour 6, il va rester en prison, il ne peut pas avoir plus. Mec, c'est aussi bizarre que les crimes du gars, franchement. Aussi incroyable que cela paraisse, certaines familles auraient même été soulagées d'éviter de revivre les détails lors d'un autre procès. D'autres étaient dévastées, sachant qu'elles n'obtiendraient jamais justice pour les meurtres de leurs filles, sœurs ou mères. Je suis obligé de me ranger du côté de ce deuxième groupe, parce qu'après tout, la justice est faite pour ça, non? Elle doit donner une réponse. Après la condamnation, le gouvernement de la Colombie-Britannique a ouvert une enquête publique sur la gestion de l'affaire par la police. Ou plutôt, sur son absence de gestion, n'est-ce pas? Le résultat, publié dans un rapport intitulé « Forsaken », ce qui signifie « abandonné » en français, a conclu que des enquêtes mal menées, des préjugés institutionnels, des problèmes de leadership et la fragmentation entre les différents services de police de la région avaient contribué à la situation. Pour que Picton reste libre aussi longtemps, faisant ce qu'il aimait faire. Le rapport a aussi confirmé que l'alerte lancée par Kim Rosmo, tu te souviens de ce policier? Eh bien, il avait déjà identifié le mode opératoire d'un tueur en série agissant là-bas, mais cela a simplement été mis de côté par la direction de la police 3 ans et demi avant l'arrestation de Picton. Autrement dit, le gars est resté là, libre, pendant encore longtemps. C'est absurde. En février 2024, maintenant, Picton est devenu éligible pour demander la liberté conditionnelle. 2 jours. Un régime où le détenu sort le jour et rentre la nuit en prison. On connaît bien ça ici au Brésil, non? La liberté conditionnelle complète ne viendrait qu'en 2027, soit 25 ans après sa première incarcération. Bien qu'il ne s'agisse que d'une première étape, la nouvelle a indigné tout le Canada. Les familles des victimes, organisations autochtones et politiciens ont exigé qu'il ne soit jamais libéré. 3 mois plus tard, le 19 mai 2024, un autre détenu a attaqué Picton à l'intérieur de la prison de haute sécurité de Port-Cartier, au Québec, en utilisant un manche à balai cassé. Picton a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Le 31 mai 2024, Albert Picton est décédé. Il avait 74 ans, l'agresseur. Un détenu nommé Martin Charette a plaidé coupable quelques temps plus tard, devant un tribunal au Québec. Et il a prononcé une phrase qui a fait le tour du Canada. « J'ai tué Picton pour les victimes. Je sais que personne ne peut se faire justice soi-même, mais je l'ai fait pour les victimes, pas pour moi. » Alors, je vous demande, cher abducté, qu'en pensez-vous? Vous vous souvenez de Wendy Lynn Stater, celle qui a survécu en fuyant la caravane et a tout raconté à la police? Elle a donné nom, adresse, tous les détails? La police a simplement refusé de croire son témoignage, le jugeant insuffisant. Et une femme souffrant d'une dépendance n'était pas assez fiable pour garder un homme en prison pour tentative de meurtre. Ils l'ont relâché. Il est revenu à la ferme et a tué de nouveau. Un dicton s'applique ici. Là où il y a de la fumée, il y a du feu. La police devait enquêter, quelles que soient les opinions à son sujet, non? Beaucoup de femmes sont mortes après. 33 profils ADN ont été retrouvés sur la propriété. 49, c'est lui-même qui l'a dit en souriant pendant qu'il mangeait du chili dans sa cellule, qu'il avait tué. Il voulait en tuer 50, mais il a échoué par négligence. Et toutes les preuves qui auraient pu arrêter ce tueur étaient là. Mais elles ont aussi été ignorées, rangé dans une boîte dans une archive. Le rapport Forsaken a conclu que tout cela résultait d'enquêtes bâclées, d'un manque de leadership, d'une mauvaise coordination des forces de l'ordre et de préjugés systémiques envers les femmes pauvres, autochtones, consommatrices de drogue et travailleuses du sexe. Autrement dit, la police ne les a pas traitées comme des citoyennes qui méritaient d'être protégées. Elles ont été traitées comme des personnes dont la disparition n'aurait aucune importance, que personne ne chercherait. Comme je l'ai dit, n'est-ce pas? Peut-être que Picton va régler ça pour nous. C'était pratiquement ça, mais de façon implicite, n'est-ce pas?
Et ici, on n'arrive même pas à aborder les couches profondes que cela engendre, n'est-ce pas? Au final, si elles agissaient ainsi, c'est qu'il y a bien d'autres choses derrière. Je ne généralise pas, bien sûr. Mais enfin, il y a beaucoup de dimensions là-dedans dont on pourrait discuter, et pas seulement cette saleté qui s'est produite pendant l'enquête. Robert Picton, fermier isolé, était très connu dans la région. Il tenait la ferme des cochons, vendait du porc à Toulouse, puis s'est mis à tuer. La question demeure, n'est-ce pas? C'est que ces tueurs en série, ils finissent par s'imiter les uns les autres, n'est-ce pas? Mais s'il avait choisi des victimes davantage de la région de la ville, là où il y a tout ce que j'ai mentionné, n'est-ce pas? Belle, décor magnifique, ville riche, etc. Est-ce que Picton serait resté libre aussi longtemps? Se serait-il vanté d'avoir tué 49 personnes? Je ne sais pas. C'est une question qui, dans ce cas précis, s'applique. Je veux savoir ce que vous en pensez. Je vous remercie encore une fois pour votre compagnie. J'espère que ce remake de l'affaire Robert Picton vous a plu. Quand je l'ai fait au tout début de la chaîne, en 2020, il était encore en vie. Merci pour votre attention, bisous du roux, et à bientôt pour le prochain épisode.